très bien, merci beaucoup. Concernant, donc bon, vous avez plusieurs réponses à faire. Moi, j'ai noté encore la répétition de l'anachronisme, au moins dans les idées, apparemment. Les 80% des documents allemands qui seraient faux, l'architecture, enfin, voilà, il n'y aurait pas de traces, ou pas de traces fiables. Et vous avez vous-même des choses à dire, nous vous écoutons. Alors, pas du tout là-dessus. Je voudrais simplement commencer par une question purement ponctuelle. Merci de me répondre juste en une phrase. Parce que je ne me souviens plus dans quel livre de Tacite il parle de la prise de Jérusalem. Écoutez, je l'ai chez moi. Malheureusement, je viens de vendre les exemplaires. J'avais une collection de la Renaissance, moi. En une phrase. Et je ne me rappelle pas de quel livre, mais vous avez... vous pourrez nous dire. Je n'ai pas de souvenir du livre, mais je me souviens très bien en effet du texte. Cela commence par une évocation du ciel, c'est-à-dire des anges dans le ciel que l'on voit. Vous ne connaissez pas ce texte-là ? Vous pourrez nous le dire et on pourra l'ajouter à la vidéo ? Oui, mais encore me faudrait-il avoir le texte. Le texte en question. On pourra voir ça. Enfin, vous contestez cette existence. Complètement. Mais le texte existe, oui, bien sûr. Ensuite, sur les Mérovingiens. Non, le texte votre contradicteur. Je ne connais pas ce texte de Tacite, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Non, mais je peux dire que je l'ai même regardé plusieurs fois. Non, mais ça, pour le retrouver plus facilement. Ouais. Sur les Mérovingiens et les Carolingiens, alors je ne crois pas une seule seconde qu'il n'existe nullum documentum, mais je vais vous en faire cadeau. Admettons que nous n'avons rien sur les Mérovingiens et les Carolingiens. Admettons. Ça fait beaucoup. Le problème, c'est qu'à la même époque, on a des documents de Haroun al-Rachid à Bagdad, de la dynastie des Tang en Chine. Ces années-là ont donc bel et bien existé. Alors je peux répondre les faire disparaître chez nous alors qu'elles existent ailleurs, ça me pose un gros problème. Eh bien, je lisais récemment, mais malheureusement, je n'ai pas pris le nom de l'auteur. Mais je connais le texte, il m'a été envoyé de Trieste. On pourra le rajouter. C'est en collection de Que sais-je, on parlait de du commerce des esclaves, etc., vers l'Espagne, à partir de Verdun, de Metz, tout cela. Et l'auteur dit que, c'est un professeur connu, l'auteur dit que on ne peut plus croire aujourd'hui, c'est un texte des années 80, on ne peut plus croire aujourd'hui au cadeau, je ne parle pas de l'existence, au cadeau que Haroun al-Rachid a envoyé à Charlemagne, vous savez, à Aix-la-Chapelle, à savoir, je crois que c'était un éléphant, une pendule à eau. Alors que ceci, est très courant. Vous savez, on me l'avait dit quand j'avais passé un concours, je me rappelle, un concours pour aller en Jordanie, organisé par une compagnie aérienne. J'avais donné ceci comme réponse, je suis allé. Mais il est certain que le récentisme, en tout cas russe, évidemment, met en question, bien sûr, Haroun al-Rachid, c'est-à-dire le califat abbasside. Oui. Mais ça, c'est une autre affaire. Je peux dire en tout cas que, au témoignage de ce que je viens de lire il y a peu de temps, dans la collection Que sais-je, mettons, le rapport, je dis bien pas l'existence de Haroun al-Rachid, mais le rapport entre lui et Charlemagne est douteux. Oui, mais Haroun al-Rachid a bien existé aux alentours de l'an 800. Non, mais ça, je vous le concède. Il y a bel et bien eu un an 800. Je vous le concède, je le concède, bien que moi-même je le concède, disons, scolastiquement, disons. Mais le rapport entre eux deux est, comme on dit, fraglich, c'est-à-dire est en question. Vous voyez, puisque vous me disiez, on parle souvent du rapport entre les deux, vous voyez, en disant on ne peut pas, si on nie l'un, on nie l'autre. Non, moi je dis ces années-là ont existé, oui. Ou alors oui, mais elles n'ont plus existé dans un autre temps. Rachid non plus, et les Tang non plus en Chine. Les Tang. Ça, je ne peux pas me prononcer sur les Tang. Mais vous savez que dans la perspective russe, évidemment, ils ont répondu, l'équipe de Fomenko, mais ça, je leur laisse l'opinion, que cette dynastie avait été également toujours, comment on appelle, une projection de dynastie postérieure, voyez-vous. C'est parce que là, nous rentrons dans un autre domaine, c'est-à-dire celui un domaine qui est inévitable, celui de la véritable antiquité. Vous savez qu'on dit, mais ça, je dis que Illig et ses camarades ne l'ont pas, ils ont parlé du Moyen-Orient, mais pas de l'Asie. Ils ont, comment dirais-je, la grande antiquité de la Chine a été mise en question.
Elle est surtout mise en question en Russie, bien sûr, pas en Chine, au contraire. Même la construction même du mur de la Chine, voyez-vous, de la muraille de Chine que j'ai visitée en 1966, même a été mise en question comme telle. Non pas qu'il n'y ait pas de mur, puisqu'on le voit, mais que... Ça, vous ne niez pas ça? Non, on ne peut pas le nier. Parce que je me rappelle même des murailles, mais disons qu'il est certain, en tout cas, ça j'ai en parlé encore à un Américain qui s'occupait d'une administration, évidemment que je ne nommerai pas, parce qu'elle serait alors là sulfureuse, mais je lui disais, mais quand même, vous êtes un Polonais, ex-Polonais bien sûr. Je lui disais, maintenant vous êtes au courant, ça il m'a dit, oui je sais, il dit que sous Mao Tse-tung, on a allongé le mur. Vous voyez, oui, on l'a rallongé, non mais c'est une question de, disons de, bon, c'est pas comme ça que je vais parler des tanks, mais il est certain qu'on peut avoir, par exemple, on donne cet exemple, c'est polémique, vous savez, comme de l'exemple de la science chinoise, qu'on avait trouvé, disons, une table des logarithmes, qui était très ancienne, on s'est aperçu comme il y avait des fautes de mathématiques, qu'il s'agissait d'une édition danoise, voyez-vous, qui était évidemment, je crois, à peu près 10 siècles après. Voyez, bon, évidemment, comme on avait le même exemplaire, avec les mêmes fautes, bon, évidemment, on a dit cela. Bon, je ne dis pas, je ne veux pas me prononcer sur les tangs, évidemment. Je sais que je ne sais pas, comme dit Socrate. Hein. Mais moi-même, du point de vue, par exemple, persan, puisque vous savez que je connais la Perse depuis longtemps, puisque je suis consultant à la radio, depuis 10 ans, je vais en Iran, et je dois dire que j'ai rencontré des contestataires du califat abbasside. C'est-à-dire que, alors qu'on présente par exemple ce califat comme étant, disons, une concurrente des Omeyyades, etc., d'une partie qui se serait donc installée à Bagdad, on le présente aujourd'hui comme étant en réalité une administration persane et mongole. Alors chez les Russes, évidemment, le mot de mongol signifie de la horde, c'est-à-dire le mongol ne désignant pas la Mongolie, comme on le dit, mais désignant justement l'administration de la Grande Russie, de la Grande Tartarie. Et le mot de Bagdad, du reste, vous savez, ceci, il n'est pas un mot arabe. C'est un don de Dieu. Et comment dit-on Dieu en russe, c'est Bog. Hein, donc c'est-à-dire, c'est un mot indo-européen. C'est assez intéressant de voir. Non, mais je reconnais que là, je suis trop français. C'est-à-dire, trop polémique. C'est-à-dire, c'est quand même assez étonnant de voir un califat abbasside, arabe, hein, avec une capitale qui n'est pas de nom arabe. Ça, c'est une. Vous allez me dire, bon, on a des exemples en France. Enfin, ce sont des territoires occupés, quand même. Non, mais je plaisante. Je plaisante, non. Oui, alors, donc, je vous laisse. Non, mais je fais ça exprès pour pouvoir, disons, prêter le flanc, disons, à la critique. Je crois qu'il faut mettre en cause, justement, l'histoire du Proche-Orient. Ce qu'il y a, alors je veux, ça c'est pour les auteurs, hein, lorsqu'ils nient, par exemple, qu'il ne s'est rien, ils ne disent pas, il ne s'est rien passé entre de l'an 800 à l'an 1000, mais qu'on est passé, ça c'est la thèse d'Illig, de ces Allemands, on est passé directement de telle période à une autre période. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle ein Sprung, c'est-à-dire un saut, voyez-vous. Alors je donnerai l'exemple du livre de Kells, vous connaissez peut-être ce livre qui est irlandais, qui est d'un lumineux très important, et on a pu démontrer maintenant qu'au lieu d'être, je crois, de la fin du 9e siècle, du 800 et quelques, c'est en réalité de 1100 et quelques. C'est-à-dire beaucoup de choses, y compris surtout l'architecture. Beaucoup d'architecture que l'on présentait comme étant de l'époque carolingienne, de l'époque de Charlemagne, voyez, est en réalité une architecture postérieure. Ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Je suis un avocat, disons, bon, le criminel, disons, je le défends. Mais le crime qu'a commis... Sur la base de quoi? Alors, sur la base de la qualité des matériaux et de la structure des matériaux. Alors là, dans ce livre-là, par exemple... Un truc ou deux précis, par exemple? Eh bien, par exemple, l'histoire des courbes, comment on appelle, je ne sais pas en français, des coupoles, par exemple. Vous avez une ressemblance frappante, voyez-vous, entre le style des coupoles développé à cet âge-là, voyez-vous, et celui qu'on présente de 2 ou 3 siècles avant. C'est-à-dire, on a l'impression, si vous voulez, quand on regarde cette période, qu'on a déjà fait un saut plus important. Est-ce que je peux reprendre ceci? C'est quand on rentre dans cette période, on a l'impression d'être précipité dans la période postérieure. Voyez-vous, d'être précipité plusieurs siècles après. Alors, évidemment, l'opinion générale, mais c'est une opinion qui n'est pas simplement de quelques auteurs. Elle n'est pas partagée même par ceux qu'on appelle les récentistes. Hein. Georg Pfister, par exemple, à Bâle, ne le partage pas, mais pour l'équipe en question, l'équipe de Charlemagne serait un être fictif qui serait en réalité une projection des
des 3 otons, otons de Germanie, dont en réalité, bien sûr, moi c'est mon idée, mais enfin, je ne peux pas le développer ici, j'ai l'impression qu'il s'agit de la même personne. Bon, othon 1, othon 2 le Fiat, peut-être othon 3. Cela est arrivé, disons, dans l'histoire. Mais alors pourquoi ceci? C'est la question, c'est pourquoi ceci a existé. En fait, une autre question qui est plus importante, qui est plus de caractère moral. C'est-à-dire, là, il y aurait des motivations politiques, disons, qui seraient derrière. D'accord. Juste, là, on va répondre sur... alors, sur le fait, donc, en fait, vous dites, oui, sans problème, les siècles ont pu être... les événements ont pu être répétés, non pas seulement en France, mais à l'échelle mondiale. Oui. Ce que vous contestez. Et puis, il y a encore, vous êtes revenu sur les anachronismes là, dans l'architecture, et on peut en trouver encore d'autres. Oui, juste trois remarques. La première, vous avez fait une chose qui, personnellement, me semble réjouissante, puisque vous avez tendance d'habitude à reculer, si j'ai bien compris. J'ai avancé. C'est postérieur, j'ai avancé. Les Tang, c'est quand même 9 siècles après la muraille. Donc, oui, d'accord. C'est amusant de les rapprocher dans l'autre sens. Mais bon, ça c'est... Non, mais quand les Tang, je me permets de m'interrompre, le problème il y a 2 problèmes parmi ceux qui ont parlé dans le mouvement ressenti, disons, en général, c'est l'âge de la muraille. Bon. Quand la muraille a-t-elle été vue pour la première fois? Les Russes, avec Fomenko et toute l'équipe, c'est pas 2 ou 3 personnes, c'est vraiment toute une équipe, pensent qu'on a des témoignages de voyageurs. Bon, je vais être évidemment très surprenant, disons, mais enfin, qui ne témoignent pas de la muraille, c'est-à-dire de l'existence de la muraille telle que nous la voyons aujourd'hui. Ces voyageurs sont des Anglais, je crois, oui, au XIXe siècle. C'est-à-dire que, si vous voulez, on prend comme acquis quelque chose qui peut exister, mais on ne sait pas dans quelle proportion elle a existé. Vous voyez? C'est pour ça que... Si je vais à Londres et que je ne parle pas de Big Ben, ça ne veut pas dire que Big Ben n'est pas à Londres. Non, c'est bien sûr, mais vous savez que vous parlez de la corde, si je me permets de dire, dans la maison d'un pendu, puisque l'ouvrage de Fomenko montre précisément le Christ de Tintoret, qui est crucifié sur Big Ben. C'est-à-dire que... Non, mais c'est une plaisanterie anti-anglaise. Enfin, disons qu'il est anglophobe, c'est ça qu'on va dire. Je crois, en effet, il ne s'agit pas... c'est quand même très important de voir quand même quelque chose qui ne... Je crois qu'on a d'autres témoignages. C'est-à-dire que ceci a été mis en doute. C'est-à-dire l'étendue et surtout le rôle de la Grande Muraille. Quand j'étais à la Grande Muraille, on m'avait montré, nous étions près de Pékin, on m'avait montré les escaliers qui empêchaient les chevaux on disait mongols, à l'époque, de circuler, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour arrêter leur élan, on crée des escaliers. Bon. Soit. Mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est que quand on voit les cartes russes de la Tartarie, c'est-à-dire la Tartarie russe et la Tartarie chinoise, on s'aperçoit qu'on a affaire au même empire. C'est-à-dire, à l'époque même où on parle de lutter contre les incursions tartares, ça c'est la thèse russe, je suis l'avocat de ceux qui sont, comme on dit, qui sont là au tribunal. On sait que c'est le même empire, voyez. C'est pour ça que c'est très important, c'est la question, on ne peut pas le développer, de la fameuse horde, la horde d'or, etc., et laquelle a inclus même le Japon, voyez. Vous remettez en cause cette invasion? Ah oui, bien sûr. De même l'invasion mongole, y compris de la Perse, ou y compris même de Bagdad. Alors, ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu d'invasion, mais il faut comprendre le sens de l'invasion et le contenu de l'invasion. C'est-à-dire, il s'agissait d'opérations on pourrait dire de police, quoi. Bon, permettez-moi de vous dire, c'est l'entrée des Russes à Prague. Non, comme ça s'est terminé, vous n'allez pas quand même me traîner à l'ambassade soviétique, vous voyez. Mais il s'agit là il ne s'agit pas, disons, comment vous dire, de se fier ou de répéter, vous voyez, ce qui a été jusqu'à présent. Alors, pour les Russes, comme Fomenko... On va peut-être parler de l'invasion russe après. Après, oui. Mais je veux dire que plusieurs choses que vous avez dites, là. Nous avons, comment vous dire, nous avons en histoire, dans le cours de l'histoire, oui. Mais je veux dire, pour éclairer, nous avons admis définitivement des faits. Oui, bon, ça c'est normal. Mais c'est ces faits-là qui
qui peuvent être remis en question, car je le répète toujours, on peut faire de l'histoire avec une science, mais l'histoire n'est pas une science ordinaire. D'accord, c'est bien compris pour le. Oui, c'est ça que je veux dire. Je voudrais juste sur des faits. Allez-y, mais c'est pas. La muraille de Chine, ce genre de choses. Je voudrais terminer la première chose que je voulais dire et essayer de faire au moins la moitié de la deuxième. J'ai eu tort tout à l'heure en pensant que vous anti-diatiez les tangs. En fait, vous. Oui, je vous ai pas repris, mais c'est ça. Vous êtes dans la logique récentiste, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Dites-moi. Si je me souviens bien, il me semble que c'était à propos de Tacite, mais c'était tout à l'heure. C'est Ségonius qui revendique le... Alors, Ségonius, pardon. On n'a pas bien entendu. Attendez. Oui, j'ai entendu. C'est bien Ségonius qui... Non, c'est pas Ségonius, c'est le Poggio. Le Poggio... oui, qui revendique. Bracciolini n'a pas revendiqué. Il a revendiqué, disons, qui avait été secrétaire du pape, qui avait même été un capitaine, c'est-à-dire un chef de la République de Florentine. Et il n'a pas revendiqué d'avoir écrit Tacite, mais il a revendiqué la découverte au monastère de Saint-Gall, la découverte des manuscrits de Tacite. Ah d'accord, non, parce que j'avais compris que la seule preuve qu'on avait que c'est lui qui les avait écrits, c'était la lettre qu'il avait écrite. Alors non, ça c'était pour Cicéron. Non, c'était pour Cicéron. Non, c'était pour Cicéron. On me les attribue. Non, c'était mon cher collègue, c'était pour Cicéron, mais il a spécifié que c'était pour des passages de la République qu'il avait attribués à Cicéron, d'ailleurs une traduction, si vous voulez, une version latine de Platon. Et un autre texte, et il n'a pas revendiqué, c'est-à-dire qu'il a avoué dans une lettre, qui a été une lettre évidemment privée, il ne l'a pas publiée, et qui a été découverte au XIXe siècle. D'accord. Voilà. On conviendra que vos contradicteurs peuvent trouver ça juste une interprétation de ma part, là, qui n'est pas forcément contradictoire pour une fois avec ce que vous disiez. Et puis après, une question pour vous relancer. J'en ai besoin. À propos de la création de personnages fictifs, quand vous dites certains faits se répètent, on a l'impression que c'est plusieurs fois le même personnage, et donc l'un au moins de tous ces personnages qui vit les mêmes péripéties que les autres est faux. C'est exactement comme ça qu'on fabrique un mythe. La légende arthurienne est fabriquée comme ça. Mais on sait que c'est une légende. Personne de sérieux ne prétend que le roi Arthur a existé et régné en Angleterre. On pourra peut-être parler sur... Enfin, je pourrais vous le dire, mais alors très, très rapidement. Ce que vous dites, par exemple, correspond à ce que dit Schopenhauer du roi Arthur, oui, en disant que c'est un personnage tout à fait... il avait dit un chef de bande dont on a fait par la légende quelque chose, mais qui naturellement, en soi-même, on le sait d'ailleurs, n'a pas de substance réelle. C'est ce que vous dites, n'a pas de réalité. Mais je pense que quand on crée un personnage fictif comme Arthur, tout le monde sait que c'est une légende. Oui, c'est normal comment réussir à faire passer un personnage fictif. Alors justement, comment réussir à faire passer un personnage fictif pour un personnage existant et de maintenir Jean-François, pas dans l'imagerie, dans la conscience populaire, si vous voulez. Oui. Alors, là, c'est une question. Est-ce qu'il faut en parler maintenant ou oui, parce qu'en deux mots, je dis en deux mots, en deux mots, le roi Arthur est présenté, mais ça c'est par le versant russe, voyez, comme ayant réellement existé, voyez, mais non pas en Angleterre, mais ailleurs. Voilà. Oui, d'accord, c'est la répartition des personnages. Avec les 12 pères autour, etc. On verra après comment on aurait pu faire ça. C'est pour ça. Je vais terminer par une question, puisque s'il n'y a pas eu d'invasion mongole jusqu'à Prague, comment vous expliquez qu'en Finlande et en Hongrie, on parle une langue ouralo-baltaïque, alors que tout le monde autour d'eux parle des langues indo-européennes? Non, voilà. Ça, c'est très bien. D'abord, deux choses. Peut-être préciser l'ouralo-baltaïque. Il y a plusieurs grandes familles de langues, les langues indo-européennes, de l'Europe à l'Inde, les langues sémites au nord de l'Afrique, et les langues ouralo-baltaïques, c'est-à-dire asiatiques. Oui, on dit aussi ouralo-altaïque. Et pour la Hongrie et la Finlande, nous avons affaire en plein milieu on avait même des langues indo-européennes, on a des langues asiatiques. Oui. Alors je réponds d'abord sur les langues ouralo-altaïques. Cette distinction, je vous dirai ouvertement, personnellement je n'y crois pas, mais ça je ne suis pas le seul, c'est pas moi-même qui l'ai vu avec notre auteur qui s'appelle Erhard Landmann. Je le conteste pour la bonne raison que j'avais vu une fois au Musée de l'Homme, c'est que vous avez à peu près, mettons, la bonne moitié du hongrois et du finlandais
qui peut se retrouver dans les langues indo-germaniques, qu'on appelle indo-germaniques ou indo-européennes. Bon, la distinction, je n'y crois guère, mais écoutez, là je m'isole un petit peu, mais je suis obligé de le dire, hein, je dirais c'est par modestie, hein, c'est pour, disons, prêter le plan à la critique. Là, c'est en tant que professeur d'anglais que j'interviens, vous remettez en cause non seulement la chronologie, et ça, bon... mais oui, mais c'est personnel. Hein. Mais, oui, parce que je crois qu'il y a, mais ça c'est la position de Leibniz en France, oui, parce qu'il a écrit en français, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, donc qui ont paru en 1763, je sais parce que j'ai l'original à la maison, c'est pour ça que je le vois toujours devant moi. Je suis partisan, mais c'est personnel. Il n'y a pas de récentistes qui le disent. Hein. Je n'en connais aucun, sauf celui dont je parle, un saxon dont je parle, flamand et saxon d'origine. Je crois qu'il y a une origine commune à toutes les langues, parce que ça c'est une opinion même de sens un peu religieux, vous voyez, sens religieux même. Je pense qu'il y a une langue que Böhm en Allemagne appelle la langue adamique, et que Leibniz dit dans un chapitre qui s'appelle de la signification des mots. Il parle de la langue hébraïque, de la langue de l'arabesque, pour employer le français de l'époque. Il parle de la tartaresque, il dit, et il dit que de la chinoise, et il dit que ces langues ont une origine commune, et il ajoute, et l'allemand en a gardé le mieux le naturel. Ce qui était très joli, vous voyez, dans des mots simples à Leibniz. Oui, la jeunesse dit ça aussi jusqu'à la tour de Babel. Oui, alors justement, la tour de Babel, le mythe de la tour de Babel signifie qu'il y avait une langue commune. Oui, non, une langue qui a été frappée. Vous savez, il y avait, dans Hermès Trismégis, je crois qu'on dit que disons, dans la littérature qu'on appelle grecque égyptienne. Bien. Bon, je conteste aussi, mais disons que grecque égyptienne, je ne vais pas quand même... qu'on appelle Hermès Trismégisté, c'est-à-dire Hermès 3 fois puissant, 3 fois maître. Hermès, c'est Mercure. Hein, Mercure, ouais. Vous avez l'idée que la différence des religions, la différence des peuples, mais surtout la différence des croyances, ressemble au miroir brisé d'Aphrodite, puisque Aphrodite, c'est la mère des hommes et des dieux, voyez, et que ce miroir est tombé par terre, il est en pièces. C'est-à-dire que vous avez toujours des reflets à travers les morceaux, voyez-vous, mais qu'on peut, puisque tout ce qui est en pièces, vous pouvez le reconstituer. Alors j'ai même eu, disons, par exemple, bien sûr, je ne parle pas des langues qu'on appelle indo-germaniques ou indo-européennes, bien sûr, le rapport entre l'allemand et le russe, par exemple, est extrêmement est clair, enfin, c'est même étonnant, enfin, plus j'y vais, plus je le vois. Hein. Je pourrais donner un exemple même précis. C'est la même langue, la même... Oui, absolument la même langue. Il n'y a pas de langue proprement d'origine slave. Il y a un ton slave, si vous voulez, mais il y a un fond commun. Je ne dis pas que c'est la langue allemande actuelle, hein, mais ce qu'on appelle la langue allemande actuelle, qui est formée sur lui au temps de Luther essentiellement, a conservé dans le vieil allemand, la nation, a conservé dans le vieux saxon et le vieux frison, ce qu'on appelle la langue du Nord, donc, et la langue du haut allemand, a conservé des formes très anciennes. Disons que pourquoi, c'est ce que dit Leibniz, l'allemand a conservé le naturel. Mais pour reprendre le but, l'intention historique, donc dit Jean-François, c'est que je ne nie pas qu'il n'y ait pas eu de Tartares, mais ce qu'on appelle les Tartares, ce qu'on appelle cette administration, donc, on dit souvent justement dans des textes qui sont ici des images que vous verriez là, on dit par exemple la Tartarie, Olim autrefois en latin, Olim Scythia, à savoir la Scythie, qu'on appelle les Scythes, d'où on a fait, c'est-à-dire cette région que l'on dit être autour de la Caspienne, si vous voulez, ou dans la Bulgarie actuelle, c'est un peu cela pour la Scythie. C'est ce qu'on appelle la Tartarie, la Grande Tartarie, en réalité semble, d'après les travaux de Fomenko et d'une école évidemment qui va à l'encontre de la tradition russe du XVIIIe siècle, n'est pas une invasion venant de Mongolie, ou une invasion venant de gens qui ne parlaient qu'une langue ouralo-altaïque. Il s'agit d'un même empire qu'ils ont formé, dans lequel, dit Fomenko, et là il donne des preuves quand même, des preuves même, peut-on dire, bildlich, comment dire en français, imagées, pardon, des preuves imagées. Nous avions un empire avec 3 langues, c'est-à-dire le turc, le russe et l'arabe, c'est-à-dire qu'on a même des formes russes, des formes de la langue arabe actuelle, en caractère cyrillique, en vocabulaire cyrillique, voyez-vous, et y compris dans comment on appelle ça, le christianisme russe, avec même l'emploi du mot d'Allah, voyez-vous, dans le christianisme russe. Et ça, c'est une œuvre
assez importantes. Vous savez qu'il appelle... C'est vrai, ce sont des textes... Vous dites il a des preuves. Oui, bien sûr qu'il y a des preuves. Les preuves sont évidemment plus qu'abondantes. Vous avez même la preuve sur les armures, la preuve sur... On a dit par exemple que pourquoi l'armure attribuée à Ivan le Terrible est une armure dans laquelle vous avez des caractères arabes. Oui. Je crois qu'il est il y a un casque qui est au musée de Stockholm. Alors on a dit c'est parce qu'il y avait des fabrications d'armures à Damas. Pas du tout. Ces fabrications d'armures, elles viennent de l'Oural. Vous voyez ? Alors, vous avez aussi, ça c'est l'idée russe qu'il faut donner, que vous avez eu un empire commun qui était à la fois turc et russe, voyez, et qui prenait l'Europe occidentale. Voyez, ça c'est sa thèse, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est eux qui l'ont écrit quand même depuis déjà les années 80. Et il y a quand même, disons, mettons si on ne peut pas tout prendre, il y a quand même, disons, un fond. Par exemple, le mot de mongol, dont on utilise. Il y a, par exemple, ici, vous verriez une image, je ne sais pas si je vais la retrouver là, on voit une image dans l'église du Saint-Sauveur à Constantinople, à Byzance. Puisque le mot de Constantinople est même mis en cause, enfin, mettons, il l'appelle Tsargrad, la ville du tsar. Vous avez une Sainte Mélanie, je crois, qui est représentée en grec. Je vois le mur, et puis ils ont photographié le mur avec le mot de... Mégolone, je vois avec des omégas, c'est-à-dire des O longs. Mégolone, mais M-E, avec l'epsilon, et golone, avec G, oméga, grand oméga, etc. Et on pense que le mot n'a rien à voir avec une population dite mongole, mais à voir avec la notion de grand, où il y a un mot négo en russe, dont on a fait le mot de Mog, que l'on retrouve d'ailleurs dans 3 passages de la Bible. On le trouve dans le mot de Gog et Magog, vous le trouvez dans l'empire de Gog et Magog, qu'on dit l'empire de l'Est. Vous le trouvez dans Ézéchiel et vous le trouvez dans la Genèse. D'accord. Alors de là vient évidemment, c'est là que le récentisme devient insupportable, si vous voulez, à l'opinion commune, c'est que la Bible, l'exemple que je vais vous donner, oui, devient insupportable. Oui, à plusieurs degrés différents, mais disons c'est insupportable à toutes les religions, bien sûr. D'accord. C'est que nous avons affaire à un anachronisme, à un déplacement de l'anachronisme, du caractère du temps, dans les œuvres, par exemple, qui nous semblent aussi anciennes que la Bible, par exemple. D'accord. Alors, donc, pour la Bible décrivant des événements contemporains, ou des temps modernes. Voilà. Donc pour revenir à la question de M. Maupin, en fait moi ce que je me permettrai d'ajouter, c'est que donc j'ai un petit peu regardé aussi ce que disait Fomenko. Et effectivement, vous parliez d'une langue commune comme dans la Bible, etc., quelque chose de mystique, voilà, un peu imaginaire. C'est vrai que donc en fait sa vision de l'histoire est très simple par rapport à ce que nous, on pourra nous apprendre à l'école, donc ça nous fait beaucoup moins de data à apprendre, pour ça peut être pas mal pour les écoliers. Oui, et donc, effectivement, ils nous remercieront. Peut-être un jour on verra bien, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, donc effectivement on verrait bien une espèce d'universalisme qui serait parti un petit peu de la... en gros... Moi, je me dis ça avec mes mots, comme je pourrais le comprendre plus ou moins, c'est que ça partirait de Byzance, la Turquie, et donc de la horde russe, et que donc qui aurait envahi de manière plus ou moins pacifique le monde entier, après ce que j'ai cru comprendre, et donc de là, ceci expliquerait le monde entier, mais question sur les langues. Mais d'accord, donc le quechua dérive du russe. Le quechua. Non, mais le quechua est très proche, d'après les anthropologues, le quechua, c'est la langue du Pérou, est très proche de la langue allemande, puisqu'on dit que quechua aurait la même signification. Mais ça, ce sont plusieurs anthropologues allemands qui l'ont dit depuis le 19e siècle. Vous savez je crois que l'invasion de l'Empire, l'influence de cette horde, c'est marqué d'ailleurs dans les cartes que Fomenko publie, a pris la moitié, le nord de l'Amérique du Nord, et jusqu'à la Californie. Et c'est une des raisons pour lesquelles il dit que les cartes de la Californie et de cette partie-là n'ont pu être réellement dessinées qu'après la fin de cette horde qu'il assimile à l'écrasement en 1776, achèvement de l'écrasement, de la révolte dite du paysan Pougatchev, en réalité qui n'était pas un paysan, mais qui était justement un des derniers représentants de cette autorité. Et il montre d'ailleurs que dans les premières cartes, on présentait justement la baie de San Francisco avec une île, voyez-vous, parce qu'elle n'était pas accessible, voyez.
Et ça, on trouve cette carte au début. Ce sont des cartes qu'il présente, qui sont dans ce livre, dans le tome 4, qui sont du début du XVIIIe siècle. Oui. D'accord, si vous avez éventuellement des documents à nous montrer, vous pouvez le faire, si vous le souhaitez. D'accord. Et donc pas l'Amérique latine? Non, l'Amérique latine, je ne crois pas. Bien que beaucoup de langues, je connais donc bien, je n'ai pas correspondu, mais disons que j'ai correspondu avec un de ses disciples. L'homme que j'ai cité, Erhard Landmann, donc connaît le mexicain, connaît plusieurs langues évidemment, et il a retraduit, disons, des textes, et il a montré, comme d'ailleurs des écrivains, des voyageurs, hollandais en particulier, ou israélites au XVIIIe siècle, ont été très frappés de la correspondance, justement, entre ce que vous appelez les langues indo-européennes, enfin, ce qu'on appelle les langues indo-européennes, c'est pas vous le dire, ce qu'on appelle depuis la fin du XVIIIe siècle, je crois, il y a un nommé Hadlung. L'autre jour, j'ai voulu vendre chez moi un dictionnaire de Hadlung, on n'en a pas voulu, donc je l'ai gardé, donc j'ai conservé le pauvre Hadlung. De toute façon, si la linguistique doit tomber aussi, plus personne n'a besoin de ce dictionnaire. Ah, si, parce que c'est le dictionnaire de la langue qui a conservé le mieux le naturel. Non, écoutez, je vous arrêtez, je vais passer au tribunal bientôt. Pas aujourd'hui, vous inquiétez pas. Non, mais vous avez par exemple le mot, bon, je dis ça pour que la plupart des spectateurs ne me prennent pas au sérieux, sauf une minorité, bien sûr, la minorité active. C'est que vous avez par exemple, quand vous avez le mot au Mexique de Mexico, par exemple, le mot est prononcé dans la région Mexico. Voyez. Bon, alors, bien sûr, pour les Allemands, c'est Mexico, c'est Mexicot, c'est-à-dire le Dieu puissant. Bon. Alors, si je dis ça de Mexico, ça ira, voyez-vous. Mais si je dis ça dans une ville principale de l'Arabie Saoudite, j'aurai quand même quelques ennemis. Mais je ne l'ai pas dit. Il l'a pas dit. J'entends régulièrement certains de mes élèves avoir des réflexions comparables avec le lac Titicaca. Hein. Ah oui. Et j'avais quelque chose sur le lac Titicaca. Et justement, il donne dans une dissertation, il parle du lac Titicaca en donnant justement le rapport à cette langue qu'il appelle la langue tudesque. Et je crois qu'on peut le faire. Oui. Mais ça, il faut lui demander. Le pauvre homme, il a déjà, je crois qu'il est né en 1938. Et il a pas mal d'ennuis quand même en Allemagne, parce qu'il est apolitique, donc c'est ceci est un aparté, vous pourrez répondre ça aux élèves sur le dites-lui caca, ça les intéressera. Vos élèves sont très sérieux. On dérive sur quelque chose qui serait du linguistisme et non pas du récentisme, dans le cadre du récentisme. Si, comme vous voulez, pour moi ça avait un gros rapport quand même. Et donc vous avez quelque chose à répondre à tout ça, en gros cette invasion quasi mondiale, puisque c'est quasi mondiale. Je n'y crois pas plus que tout le reste, oui. C'est évident. Oui, bien sûr, mais ça c'est tout à fait normal, puisque vous avez... En même temps, je veux dire, j'ai une formation d'angliciste, et j'essaie d'avoir une formation d'historien, c'est un peu logique que ce qu'on me dit aujourd'hui me désoblige, sinon j'ai plus de boulot, moi. Oui, alors là, vous prenez ça sur le compte de l'humour, mais c'est justement ce que vont dire les récentistes de manière sérieuse. C'est que l'historien ne peut pas, en gros, perdre un gagne-pain. Non, c'est dire ça va très loin. C'est-à-dire que je ne dis pas, attention, je ne dis pas que tous les... Parce que nous sommes partis du principe, au principe au départ, l'idée, que dit le récentisme? Je vous ai dit, il n'y a pas de récentisme comme doctrine. Il y a un mouvement dans lequel se trouvent plusieurs personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse parler de récentisme? Alors, même si on critique le terme, l'usage du terme, c'est qu'il y a un point commun entre différentes personnes, différents chercheurs, c'est qu'il y a une nécessité de raccourcir le temps. Ça, il faut bien dire que c'est comme, je répète encore la phrase de Voltaire, tout est plus récent qu'on ne le dit. Bon, vous trouvez bien. Ça, c'est un premier point. Maintenant, vous avez évidemment des avancées, vous avez des gens qui sont, comme dit Aristote, vous avez des gens qui sont timorés et des gens qui sont téméraires, et que la vertu est un juste milieu, évidemment. Alors, parmi ceux qui sont téméraires, bien sûr, on a dit que c'était un fondement nationaliste. Hein. Oui, c'est vrai, ça. Parmi les Russes, vous avez bien sûr des gens qui vont même jusqu'à parler, j'ai eu encore cette image au tome 4 de Fomenko, qui s'appelle donc Histoire, fiction ou science. Vous avez une carte de l'Écosse, par exemple, et il montre dans les cartes de l'Écosse que vous avez au nord une région qui s'appelle Ross, R-O-2-S, et il dit c'est l'influence russe sur l'Écosse. Vous voyez, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une opinion de lui, évidemment. Je ne suis jamais. Mais je vais vous dire quand même, pour quand même éclairer les auditeurs, vous avez la thèse de Fomenko, qui n'est pas forcément la thèse, puisque
la thèse d'autres chercheurs. Je vous dis, le propre d'un chercheur ressenti, c'est de raccourcir les événements. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez les raccourcir de différentes manières. Et Illig, par exemple, je ne pense pas qu'il y croit, bien qu'il ne dise rien là-dessus. Mais vous avez plusieurs chercheurs qui peuvent dire, par exemple, que telle époque est en réalité... Je donne l'exemple ici de... Tenez, je ne l'ai pas sorti. Juste avant de développer ce dont vous allez parler, en fait, vous parlez sur ton humour. En fait, vous répondez, je ne peux pas y croire parce que voilà, bon, c'était une blague. Mais est-ce que vous avez des raisons concrètes à nous dire que vous ne croyez pas à cette possibilité d'une invasion? Le fait qu'il y ait des combinaisons de lettres qu'on retrouve dans toutes les langues et qui ne veulent pas dire les mêmes choses et qui peuvent avoir des liens ou ne pas avoir de liens, je veux dire, il n'y a pas 50 millions de sons, donc les combinaisons de sons sont forcément limitées à un moment donné. Il est normal que certaines langues ressemblent à certains mots d'autres langues. D'accord. Le fait que Ross ressemble à russe, oui, d'accord, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un... En effet, je vous l'accorde. Maintenant, je vais vous donner, je vais pas rétorquer, mais je vais vous dire un autre exemple que donne Landman. Il y a un texte qu'on a dit du shintoïsme, c'est-à-dire des traditions japonaises, des hymnes qu'on dit intraduisibles, d'une langue, enfin d'une manière de parler qui n'est plus à l'usage. Et j'ai vu la transcription phonétique qui commence par Mikoto, Mikoto. Je m'excuse. Là, nous allons arriver en anglais. Ce Mikoto, Mikoto, c'est le mi de Milady. C'est-à-dire, c'est Mankot, Mankot. C'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors, on dit c'est intraduisible. Bon, ça n'a pas de sens. Les prêtres le disent parce qu'on sait que c'est une tradition. Et j'ai vu chez les Allemands, justement, des traductions, voyez, dans cette langue originale au sens originaire, de textes qu'on disait difficilement traduisibles. Bon, de même, par exemple, j'ai vu le basque chez nous, qu'on dit n'appartenir à aucune des familles connues. On l'a dit que c'était peut-être près des langues ouralo-altaïques, mais ça n'a pas été, à mon avis, poussé. Au XIXe siècle, je crois, c'est sous l'époque de Napoléon III, quand il y avait beaucoup d'études en France sur le Japon, on a voulu même faire une correspondance avec la langue japonaise. Parce qu'il y avait en effet des manières de... Le basque et la langue japonaise. Disons, de former des génitifs ou autres qui semblaient identiques. J'ai eu ces livres entre les mains, oui, ils sont là, vous les avez autrefois c'était rue de Lille, à la bibliothèque des langues orientales, je crois qu'ils se déplaçaient, vous savez, à l'angle de la rue de Lille et de la rue de Seine. Et j'ai vu ces traductions, évidemment, je dois le dire, je suis quand même très étonné. Et je crois, en effet, mais ça c'est une opinion personnelle, c'est du dortiguerisme, ce n'est pas du ressentisme. Qu'il y a en effet quelque chose de commun. Pour moi, vous parlez de la Bible, oui, c'est une autorité. Encore faut-il savoir en quel temps elle existe. Pas pour tout le monde. Mais non, je n'ai pas dit l'autorité, je dis c'est une autorité. D'accord. Et vous savez, la Bible est quand même, je ne peux pas polémiquer, c'est un peu comme une mosaïque, c'est-à-dire c'est formé de morceaux différents. Je crois que ça, vous me l'accorderez, au moins que c'est une sorte de, d'habit d'arlequin. D'accord. Mais ce n'est pas péjoratif, je ne vais pas non plus passer au tribunal, parce que je protégeais aussi les arlequins. Voyez. Mais disons qu'il y a un peu cela. Je dois dire, pour éclairer un peu sur ce que dit Fomenko sur je lui laisse évidemment la responsabilité de ce qu'il dit, mais je voudrais quand même éclairer, aller jusqu'au bout. Il pense qu'il y a eu un empire commun groupant l'Europe et la Russie, voyez, et ce qu'on appelle le Proche-Orient, le groupant, très tôt, c'est-à-dire à un âge très proche de nous, c'est-à-dire le XIIe, XIIIe siècle, du XIIe au XIIIe siècle, et que du XIVe au XVe, cet empire s'est déformé pour pouvoir faire apparaître des États-nations, des nations autonomes. Alors, vous avez bien sûr, je ne vais pas encore, je vais quand même mettre les pieds un peu dans le plat. Vous permettez ou vous préférez que j'attende ? Dans quel plat ? Dans le plat des discussions. C'est qu'un pays comme l'Italie, par exemple, aurait comme ville principale Florence, ça vous n'en doutez pas. Oui, que l'Italie, que vous savez, qui a quand même fait, moi j'ai visité cela, j'ai vu cela quand j'étais au pèlerinage à Mashhad, en Iran. Vous avez, vous connaissez aussi la réputation du Taj Mahal et autres, vous savez que, vous connaissez le Kremlin, entre autres. Vous savez que tout ceci est d'œuvre italienne. Je vous le dis, non, vous allez peut-être contester, non ?
Oh, moi je de conception. Non, mais protester. Contester tout ce que vous avez à contester. Non, parce que l'œuvre italienne. On va laisser parler un peu. Je crois qu'il est clair qu'on ne peut s'appuyer pour l'instant ni sur la chronologie, ni sur l'architecture, puisque tous les monuments sont faux ou mal datés. Bon. Par contre, j'aurais une question. On peut s'appuyer justement en les recadrant dans le temps. Oui. Je voudrais essayer pour comprendre un peu mieux. Sur l'époque historique, vu qu'on va avoir un problème documents authentiques, pas authentiques, d'époque, pas d'époque, là on a un gros problème. Qu'est-ce que vous faites de la préhistoire? Alors là, c'est l'histoire. Keine Frage, c'est-à-dire, aucune question, keine Antwort. C'est-à-dire que là, je dois dire que pour moi, la préhistoire est absolument en dehors de toute considération. C'est-à-dire, je pense qu'on ne sait rien sur la préhistoire. D'accord. Alors ça, oui, j'évacue entièrement la préhistoire. Pour moi, je pense que la conclusion, si j'ai bien compris. La conclusion, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle, sur l'âge magdalénien, etc., tout ça, les gens dans les grottes, etc., personnellement, je n'y crois pas. Je crois que... Non, je n'y crois pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Vous me demandez mon opinion. Je pense que ce que nous avons... de Néandertal... oui, je pense que c'est tout à fait arbitraire. Voilà. Je pense que c'est arbitraire. Alors, on va passer dans un autre sujet. Les squelettes arbitraires, tout à fait. C'est-à-dire c'est interprété différemment. Nous l'avons interprété différemment, comme je pense c'est la même chose pour les animaux aussi. Je pense que nous l'avons interprété, ça existe. Mais nous avons bien sûr, je ne parle pas de l'homme de Piltdown, par exemple, dont parlait Teilhard Deschardins, qui est un faux, qu'on a vu dans le... Vous savez, ceci, qui est dans un musée anglais, je crois. On a vu que c'était reconstitué avec de la ferraille, vous voyez, bon, non, c'est pas possible. C'était le chaînon manquant, vous voyez, entre l'espèce animale et l'espèce humaine, qui était découvert près de Pékin, je crois. Je n'étais pas au courant de l'homme de Piltdown, on en parlait beaucoup dans les années 60. Mais Néandertal... Néandertal, je vous accorde de l'existence de Néandertal. Comment on dit, concedo, oui, je concède des âges, mais je ne crois pas que ce qu'on puisse dire sur ces âges-là est une réalité. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse avoir je pense que il y a beaucoup pas de fiction, mais disons de conclusions précipitées. Voilà, plutôt ça. Ouais. Que l'homme n'en deviendrait pas de là. C'est ça que vous voulez dire? Vous voulez une réponse ou vous voulez... Non, bien sûr, Rodolphe. Si vous m'interrogez, c'est quoi? On dévie vers le créationnisme ou je... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Moi, je ne crois pas du tout en l'évolution humaine. Si vous voulez savoir, je ne dis pas que c'est l'opinion de ce qu'on appelle les récentistes. Mais je ne crois pas du tout. C'est pas la peine d'en parler. Une évolution humaine. De la méthode avant d'en venir là. Ah non, moi je pense que l'homme, j'ai l'idée de Leibniz. Non, mais c'est ça le sujet. C'est pas les récentistes. Non. Permettez-moi de dire un mot, quand même, un simple mot. J'ai l'opinion de Leibniz, qui est dans les mêmes nouveaux essais sur l'entendement humain. Donc comme c'est écrit en français, donc je peux me permettre de le dire patriotiquement, si vous voulez. Je ne crois pas, à mon avis, disons que l'homme soit autochtone. D'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous venez de dire. Mais vous savez ce que signifie autochtone signifie être tiré de son propre sol. Oui, d'accord. Bon, mais vous convenez que c'est pas les récentistes qui disent ça. On va rester sur les récentistes. C'est moi. Mais bien qu'il y ait des récentistes. Je respecte votre point de vue, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il y a des récentistes qui le disent. Donc il y a des récentistes qui le disent. Mais il y en a un que je connais. Mais disons que ce n'est pas de l'école. Parce qu'il n'y a pas, je réponds, Rodolphe, il n'y a pas d'école récentiste. Vous avez simplement un mouvement, on peut dire ceci. Mais en gros, ce mouvement ne parle pas de l'origine de l'homme. Si, vous avez Gunnar Heinsohn en Allemagne qui en parle et qui dit que les périodes que l'on désigne ainsi, il a parlé sur quel est l'âge de l'humanité. Je n'ai pas malheureusement ici, je l'ai laissé dans le sac, je crois, le sac de Heinsohn. Vous avez, alors là évidemment, un raccourcissement. Lui, il croit en la période, disons, de la préhistoire, mais il dit que les chiffres sont exagérément, comment dire, oui, exagérément, disons, produits, et il met en doute quand même beaucoup de certitudes. Alors, disons que moi-même, là-dessus, je n'ai pas de... Vous savez, c'est comme quand on m'a demandé, je m'excuse de dire ça, mais un jour on m'a demandé... est-ce que vous mangez ceci, du porc ou pas? J'ai répondu, je suis végétarien. Donc, enfin, c'est pas une synthèse, si vous voulez, mais ça permet de, comment vous dire, de faire en sorte qu'il n'y a plus de guerre parce qu'il n'y a plus de combattants, vous voyez? Voilà. Oui, si je dis, par exemple, qu'il n'y a, à mon avis, pas lieu de s'inquiéter de l'espèce humaine dans la préhistoire, je dis bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de chercher l'espèce humaine dans la préhistoire, évidemment que pour moi, le raccourcissement de la préhistoire a moins d'intérêt. La démarche même, il n'y a pas lieu d'étudier quoi que ce soit, me gêne.
Oui, mais c'est ce qu'on appelle Alors, c'est votre droit d'être gêné. Ça vous gêne, mais disons que c'est une décision. Je veux dire que c'est une... Je ne dis pas... Attention, ça ne veut pas dire que j'estime que c'est inutile. Mais pour moi, disons, je n'ai pas d'intérêt à la chose. Toujours, il y a des sciences utiles. Par exemple, vous avez la physique, vous avez la mathématique, ce sont des sciences utiles, même si ont des aspects théoriques très importants, qui ont des applications. L'histoire a des applications, mais pas du même ordre, voyez-vous. Je crois que l'application est plutôt idéologique, voyez, que proprement nécessaire. On peut vivre absolument sans histoire. Je donne la formule de Schopenhauer. L'histoire, c'est la même chose, mais autrement. Que dit l'histoire? Que l'homme naît, qu'il souffre, qu'il meurt. C'est ça que dit l'histoire. Que les civilisations se créent, les civilisations ont un sommet, les civilisations, comme nous voyons aujourd'hui, se défont. On peut dire qu'il y a au moins, disons, un certain ébranlement de la civilisation aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Alors, ceci, oui, on avait demandé au prophète Heidegger, on avait demandé que dire d'Aristote. Aristote a dit de lui que tout homme naît, travaille et meurt. Bon. On peut le dire d'Aristote, parce qu'il disait la philosophie d'Aristote, c'est du travail, c'est l'exemple de Kant, connu de lui. Oui, donc là, on peut tirer des leçons de l'histoire, si vous voulez. On peut tirer des leçons de l'histoire. Oui. Mais je dis bien, c'est la même chose, mais toujours autrement. Et adem sed aliter. Ça, c'est dans le monde comme volonté. C'est pour ça que ceux qui accordent trop d'importance à l'histoire, voyez, disons que ce qui m'intéresse dans le restantisme, puisque je vous accorde, pour simplifier, c'est le scepticisme. Voyez-vous? Mais le scepticisme dans le sens, voyons, finalement, est-ce que il faut accorder une importance excessive à telle ou telle chose? Non, si elle est fragile. Est-ce que vous voyez? Je retire de ce mouvement-là... L'histoire a l'air très fragile. Que l'histoire est fragile. Alors, je vais vous dire même un dernier mot, je vous laisse. C'est dans Voltaire que vous trouvez ça, vous le trouvez dans un conte, c'est dans Jeannot et Colin. Bon, vous avez des parents qui cherchent un gouverneur et le gouverneur est un professeur d'histoire. Il se présente comme professeur de lettres. Ah, mais on lui dit, est-ce que c'est intéressant d'enseigner l'histoire? Ah, mais non, madame, il dit l'histoire, bien qu'il le soit. Il dit pas du tout, il dit les histoires anciennes, comme dit un homme d'esprit, enfin, ce sont des fables convenues. Quant à l'histoire moderne, l'histoire présente, plutôt l'histoire d'aujourd'hui, c'est un chaos dit impossible à débrouiller. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai pour l'histoire passée. Est-ce que d'après vous, c'est la question que je pose en général aux auditeurs, est-ce que d'après vous, vous n'imaginez pas, ne souriez pas trop, Rodolphe, vous ne croyez pas que l'histoire que l'on voit aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, je ne parle pas de la préhistoire, du Magdalénien, est-ce que ce n'est pas un chaos difficile à débrouiller ou dangereux à débrouiller? Oui, parce qu'il y a toujours une idéologie, à mon avis, nécessaire, mais humaine, spontanée, derrière les représentations historiques. Et moi, je prétends que, avec justement la somme des chercheurs, voyez-vous, c'est que nous avons, l'histoire crée en nous une représentation du passé, voyez-vous, qui nous aide à vivre dans le présent. Vous voyez, par exemple, l'Antiquité donne une idée de l'homme, voyez. Le Moyen-Âge qu'on nous présente donne également une idée de la perfection de l'homme, de la relation de l'homme à Dieu ou surnaturelle, une relation aux étangs, comme disait Heidegger, mais nous n'avons pas, disons, cette relation reste toujours dans une représentation personnelle. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'histoire ne peut pas être prise comme un fait. L'histoire n'est pas une chose, voyez-vous, dont on sait par exemple qu'elle a telle propriété. L'histoire n'est pas tangible. Pas entièrement. En partie, bien sûr que oui, puisqu'on a des documents. Est-ce que vous allez poursuivre vos études d'histoire? Oui. Alors, je ne veux pas commettre un crime. Je ne veux pas commettre un crime. Non. Très utile sur le califat abbasside. À apprendre. Ça va simplifier. Ça va simplifier. Vous devriez nous remercier quand même. Est-ce que vous avez... quand même. Peut-être qu'un jour on vous remerciera, on ne sait pas. Oui. Post-mortem. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, il y a quelque chose que on va dériver un peu sur d'autres domaines, on a déjà fait la linguistique. En histoire, pour dater les monuments, je suis d'accord que c'est parfois difficile, mais pour dater tout ce qui va être organique, comme les squelettes, oui, on a par exemple le carbone 14. Oui. Alors là, il faut répondre sans jeu de mots sur le mot, par le livre de Bloss en Allemagne, BLO, Umlaut, 2 S. Et Nimitz signifie l'étranger, c'est-à-dire
comme l'amiral Nimitz. C'est comme ça que les Polonais désignaient les Allemands, Nimitz. Qui a écrit justement un ouvrage, il y a cela quelques années, qui fait autorité, qui est pris au sérieux en Allemagne, disons, il n'est pas peut-être, comme toujours quand on prend au sérieux, on ne peut pas tout accepter, mais je ne crois pas comme lui, aucun Français n'a fait la même recherche. Je crois en Amérique, ça a été la même recherche, on ne peut pas, disons, considérer comme fiable ni la dendrologie, ni le carbone 14. Parce que d'abord, au bout de 1000 ans, vous avez une difficulté, il faut des conditions, disons les conditions, je ne veux pas dire que ça n'a pas de sens, mais les conditions de fiabilité sont extrêmement fragiles et instables, si je puis dire, voyez. Et en effet, si le carbone 14 était, comme on dit, une pierre de touche, permettez-moi l'expression, hein, un critérion, comme on dit en grec, pour pouvoir dire si c'est de l'or ou pas de l'or, voyez-vous, si c'est vraiment quelque chose de certain ou d'incertain, alors là, oui, bien sûr, là, on aurait une assurance de pouvoir dater précisément. Mais cette recherche qui a été faite, je crois, dans les années 96, ou 2000, qui a été, ou 96, ou par là, disons, nous permet évidemment de donner libre cours au scepticisme. C'est-à-dire que nous aurions pu rentrer dans un dogmatisme avec le carbone 14, en disant, bon, écoutez, il y a une date, bon, voilà un os, un ossement, le carbone 14 ne donne pas une date, il donne une fourchette. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Large, mais non, mais j'entends bien. Si vous datez quelque chose il y a une trentaine d'années avec du carbone 14, vous pouvez le prouver à très peu de jours. Oui, je vous le concède. Mais là, ça a été mis en cause, et donc je ne peux... Alors pourquoi ça a été mis en cause? Ça a été mis en cause pour des raisons d'abord d'application, de temps, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas, selon les auteurs, dépasser, je crois, le millénaire, et que les conditions même, les conditions d'humidité, les conditions d'état du sol, les conditions de conservation, voyez-vous, faisaient que, comment vous dire, l'opération physique ne pouvait pas donner de résultat. Quand vous avez une opération physique, quelle qu'elle soit, vous dites toutes choses étant égales par ailleurs, voyez-vous, ceci se produit. C'est-à-dire que si telles conditions sont réunies, alors ceci est vrai. Mais là, il faut des conditions d'application particulières, voyez-vous, qui font que le carbone 14 est utilisable, bien sûr. Il a produit, en effet, et vous avez des révisionnistes au sens ordinaire du terme, des archéologues égyptiens de l'Égypte, je veux dire, qui ont utilisé le carbone 14 et qui sont arrivés justement à des conclusions qui permettent de raccourcir le temps. Mais tout dépend disons, quel est comment on appelle, l'état du terrain, voyez, et disons, l'exposition. Vous savez, j'ai parlé de la dendrologie. Vous savez ce que c'est que la dendrologie? C'est-à-dire... Corriger sur le mot. Dendrologie, c'est l'utilisation... Dendrochronologie, mais c'est pas très grave. Non, chronologie. Oui, la dendrochronologie, mais oui, voilà. Je veux dire que dendrone, ça veut dire l'étude des arbres. Dendrologie, c'est l'étude des arbres. C'est-à-dire l'étude des cercles de croissance. Voilà. Alors, ceci même a été mis en cause. Bien sûr, là je suis incapable de donner plus de détails là-dessus, pour la bonne raison que, disons, bon, je n'ai pas disons, étudié, mais je peux dire que c'est en effet un des points essentiels, c'est un des axes très importants qui a, à mon avis, donné confiance au mouvement. Vous contestez le fait que les arbres grandissent par cercle de croissance, un cercle par an? Non, bien sûr que non, personne ne le conteste, surtout pas les Allemands qui ont de magnifiques arbres. À partir du moment où vous avez un arbre avec 150 cercles, il a 150 ans. Oui, c'est vrai, mais seulement vous ne pouvez pas aller, bien sûr, mais vous ne pouvez pas aller, disent-ils, au-delà d'un certain chiffre, voyez, dans la dendrologie. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Attendez, je dois dire que je ne sais pas, mais je veux dire que ça ne peut pas aller au-delà d'une certaine date. Attendez. Mais il faudrait le regarder de près. Pierre, oui. Je vais intervenir. Alors, d'abord, je vais revenir sur le carbone 14. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Une que vous n'avez pas citée, celle que vous avez dite sont certainement vraies puisque vous les dites. Ça va être la variation de la teneur en carbone 14 dans l'atmosphère selon les époques, qui n'est pas stable. Ah, mais il est clair que les conditions de prélèvement des échantillons fait que très peu sont exploitables. Ah, mais là, le fait qu'il y ait beaucoup d'échantillons non exploitables ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, en effet, voilà. Mais je n'ai pas dit, j'ai dit que c'était exploitable, puisque j'ai donné des exemples justement, mais disons qu'on ne peut pas en faire une règle sûre, voilà, c'est tout ce que je dis, on ne peut pas faire un critérion, un critère, disons, absolu. Voilà, mais je donne l'exemple, je redonne encore le nom des auteurs, la Bleuss et Nimitz,
je pourrais, si j'avais le texte là, je pourrais donner la référence exacte de l'édition. Elle date, oui, à peu près de la fin du XXe siècle. Et je crois que ça a été pris très au sérieux. C'est-à-dire que, je veux dire, comme toujours, on ne peut pas peut-être, disons, embrasser toutes les conclusions, les admettre, mais disons qu'il y a une bonne partie... de terminer ce que je voulais dire. Oui. Donc, bonne partie. Pour le carbone 14, moi je ne parle pas de la... Est-ce que le matériau est exploitable ou pas. Je dis qu'il soit... quand il est exploitable, il se repose sur la teneur en carbone 14 dans l'atmosphère, la teneur passée, qui est variable, ça dépend du rayonnement solaire et du rayon je sais plus, c'est pas la couche d'ozone, enfin c'est le rayonnement électromagnétique autour de la Terre, qui sont variables. Voilà, donc on pourrait pas dire que ça a mis tant d'années. Je vais vous laisser répondre dans 2 secondes. Il y avait aussi un autre problème avec les fonds marins. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un cycle qui commencerait par les végétaux, puis les animaux qui mangent les végétaux, les hommes qui mangent les... etc. Et donc, tout ce qui viendrait des fonds marins, il y aurait beaucoup trop de teneur en carbone 14, donc ça fausserait les résultats. Il y a encore une chose, c'est tous les essais nucléaires qui ont été faits, qui auraient multiplié à peu près par 2 la teneur en carbone 14 pour cette période. Voilà, bon, je doute pas que vous allez avoir des choses à dire là-dessus. On dit qu'il y a des... Moi, je vais me permettre juste de dire ça, c'est un peu moi aussi qui le dis. Il y a des ajustements qui seraient faits. La question, c'est des ajustements par rapport à quoi? Est-ce qu'on a des ajustements par rapport à quelque chose de fiable? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, donc voilà, on s'est rendu compte assez vite que la teneur en carbone 14, ça contredisait parfois ou souvent la dendrochronologie, donc ils ont dû ajuster. Et dans ce cas, il faut que la dendrochronologie soit juste. Et la dendrochronologie, je pourrais vous en parler après aussi, si vous voulez. Je vous laisse répondre là-dessus. La dendrochronologie, on compte les cercles, on a un nombre d'années. Non. Alors, si vous voulez que je vous en parle maintenant, mais... Enfin, oui. Le carbone 14 fournit une fourchette, donc forcément... Oui, mais c'est vrai. Et plus on recule dans le temps, plus la fourchette est large. Je ne dis pas que c'est une science exacte qui va vous donner le jour près. C'est pas une question de jour près, c'est que même cette fourchette peut être complètement fausse, en fait. Elle peut être très, très largement fausse. Bon, c'est ce que disent des scientifiques. Moi, je ne fais que répéter, j'en sais rien. Et pour la dendrochronologie, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir plein... Ouais. Ah, c'est dommage que ma mémoire soit aussi nulle. Peut-être que je pourrais y revenir après. Déjà, il y a le simple fait que les cas où le bois a été simplement raboté, et on ne sait pas de combien. Donc voilà, donc ça peut enlever des siècles. Comme si vous enlevez l'écorce, effectivement, mais si vous avez encore l'écorce... mais c'est pas seulement... Non, je parle pas de l'écorce, on peut enlever des beaucoup plus grosses parties. On peut enlever les cercles intérieurs sans que ça se voit? Non, pas intérieur, à l'extérieur. Donc ça fait... Ouais, s'il n'y a plus l'écorce, c'est qu'on a enlevé les cercles. Oui, on enlève le tour. Oui. On peut enlever les... Et donc ça fait des... Oui, si vous n'avez pas le tour, oui, je suis d'accord. Oui. Voilà, c'est ça. Et ça, on ne le saura pas forcément. Ou alors on ne saura pas de combien. Et pourtant... si on a l'écorce, on sait qu'on n'a pas enlevé de cercle. Voilà. Donc ça veut dire que... Donc vous dites que la dendrochronologie, ça ne se fait que sur des bois complets. Avec l'écorce. Ah oui, forcément. Il faut un arbre complet. Toutes les études de dendrochronologie sont faites comme ça, avec l'écorce. Bien sûr. Les études sérieuses, oui. Oui, c'est vrai. Bon, très bien. Je suis heureux de l'apprendre. Je reviendrai après sur... parce que là, je pas que je vous... Non, bien sûr. Il faudrait que je revienne dans mes notes et j'ai pas été assez bien organisé sur ce coup-là. Mais beaucoup Bon, bref. La dendrochronologie, donc, serait contredirait complètement le récentisme. À partir du moment où on peut montrer qu'il y a eu un certain nombre d'années qui ont disparu dans le récentisme, oui. Mais ça me revient. Il y a des arguments très simples. Mon cher Jean-François, à la condition que on adapte je l'appelle la dendrologie, la dendrochronologie, qu'on l'adapte à un cadre temporel préfixé. Bon, voilà. C'est-à-dire, si vous adaptez un cadre préfixé, je n'ai pas parlé de ce qu'on appelle la chronologie scaligérienne, etc., ça c'est à voir. Bon, il suffit de regarder sur Internet, l'école russe en parle. C'est-à-dire, si on prend un cadre déterminé,
Bien sûr, on peut dire, bon voilà, ça fait, on va arriver par exemple au 8e siècle. Mais il s'agit de savoir, ce 8e siècle, s'il n'existe pas, à ce moment-là, on passe directement à un siècle antérieur. On peut très bien, on passe à un autre chiffre. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est le cadre chronologique est antérieur, enfin, donne un sens à la dendrochronologie. Vous voyez? C'est pas la dendrochronologique, quand même, bon, c'est évident, qui permet de supporter la chronologie ordinaire. Je vais vous répondre pour votre affaire des 1000 ans. C'est très simple.